Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre pour cet après-midi, ma foi un peu sombre, puisque Myriam, Jorge, je ne sais quelle tempête arrive, donc il pleut des cordes, il fait assez sombre, mais on va faire avec. J'ai un épisode assez chouette, je l'espère, pour vous, puisque j'ai une sortie de patron d'un modèle dont j'attends de pouvoir vous parler, enfin de vous le sortir en tout cas depuis plusieurs mois. J'ai aussi de nouveaux en cours, puisque j'ai fini tous les projets sur lesquels je travaillais jusqu'à présent. Du coup, je les ai mis de côté pour vous les montrer une fois qu'ils seront prêts à être montrés, complètement finis. Et du coup, j'ai monté deux nouveaux en cours, donc deux nouveaux projets qui, j'espère, vous plairont. Et je vous parlerai aussi rapidement d'un petit écheveau que j'ai reçu qui me plaît énormément. Voilà, histoire de vous montrer un petit peu de jolie laine pour ensoleiller ces semaines. Juste non. Petit aparté d'abord, il y a sur mon compte Instagram en ce moment un concours pour gagner 2 places pour le Knit It. Donc c'est 2 places à chaque fois pour une journée. Donc si vous avez prévu d'aller au Knit It mais que vous n'avez pas encore vos places et que vous avez envie de participer à ce concours, n'hésitez pas, je vous mets le lien vers le post en question dans la description sous la vidéo YouTube. Donc vous pouvez participer au concours jusqu'à dimanche. Je tirerai les gagnants au sort dimanche soir. Et voilà. Alors j'ai mis dans le post du dit concours un petit mot pour vous dire que si vous voulez, vous pouvez nommer en commentaire quelqu'un, un créateur, un commerçant indépendant, un artisan, je ne sais pas, quelqu'un dont vous aimez le travail et que vous avez envie de partager, quelqu'un que vous pensez mérite plus de visibilité ou juste que vous avez envie de partager quelque chose que vous aimez. Alors ça peut être évidemment du tricot, teinturier, designer, etc. Mais tout et n'importe quoi en fait, création de bijoux, illustrateur et graphiste. Quelqu'un m'a partagé une pâtisserie sur Paris qui me donne faim. Mais voilà, plein de choses comme ça, des gens où vous avez envie un petit peu de mettre en lumière et voilà, j'avais envie de, je sais pas, je cherchais de nouveaux horizons, de choses à découvrir, des nouvelles inspirations, des gens qui font de belles choses que je ne connaissais peut-être pas avant. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont joué le jeu, c'est pas obligatoire hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui ont joué le jeu et je trouve ça super chouette. Donc si jamais vous avez aussi envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux créateurs, de tous horizons confondus, n'hésitez pas à aller regarder sur ce post parce que pas mal de personnes ont juste partagé les gens dont ils apprécient le travail et je trouve ça super chouette. Donc voilà pour ça. Par rapport au Knit It, vu que voilà, il y a un arrêté, je ne sais pas si vous savez, il y a un arrêté du coup ministériel qui interdit les rassemblements, je crois que c'est 5000 personnes, bref, par rapport au Covid, j'ai envie de dire le vrai nom, mais le problème c'est Covid-19, c'est ça. On dirait un nom de crédit, hein, on dirait un truc bancaire, on est d'accord, c'est... Voilà. Mais voilà, par rapport à ça, du coup, pour éviter la propagation, les gros événements sont annulés, notamment l'AEF qui a été reporté. Du coup, je vous encourage, si vous le pouvez, si vous en avez envie, à soutenir les teinturiers, les créateurs qui allaient participer à l'AEF, parce que du coup, ils ont une perte de revenus, ils ont énormément travaillé pour le salon et du coup il y a un petit couac quoi, donc j'espère pour eux qu'il y aura une nouvelle date et que ce sera faisable. Mais en tous les cas il y a pas mal de teinturiers que j'ai vu, Maison Septembre, By Night aussi, création, qui vont mettre en ligne du coup pas mal de stock du coup pour un petit peu parce qu'ils avaient préparé 20 000 écheveaux tout simplement, enfin je suppose que la majorité des teinturiers qui allaient vendre à l'AEF ont fait ça, vont faire ça. Voilà, c'est juste petit couac, n'est-ce pas.
c'est assez difficile la préparation d'un salon pour les teinturiers, et du coup quand malheureusement des choses comme ça arrivent, ça peut être un gros coup. Et donc en ce qui concerne le Knit It, pour l'instant il n'y a pas d'annulation. Elles ont mis un post sur le compte Knit It pour expliquer que vu que de toute façon il y avait une restriction de 700 personnes à l'intérieur par sécurité, tout simplement pour pas que, je suppose, comme la dernière fois le samedi matin, c'était juste on pouvait pas bouger quoi. Pour l'instant ça ne rentre pas dans les critères d'interdiction, mais voilà, faut voir comment ça évolue. Pour l'instant le Knit It est maintenu, donc il n'y a pas de souci. Donc a priori ça devrait aller. Dans tous les cas, si vous avez prévu d'y aller et que vous avez envie de participer au concours pour avoir vos places, n'hésitez pas à aller voir le post sur Instagram et à y participer. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout niveau petites annonces que je devais faire. Je vais commencer le podcast. Donc vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à regarder cela. Je mets aussi tous les liens vers ceux dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes patrons sur Ravelry et ma page Patreon. Voilà. Et je vais commencer avec une sortie de patron. Oui, je viens de publier un nouveau patron sur Ravelry et je le porte. Donc, vous vous en souvenez peut-être si vous aviez regardé les podcasts, du coup il me semble à la fin de l'année dernière, j'ai créé un patron de pull raglan assez simple avec plein d'options. Donc, j'ai tricoté 2 versions, une pour moi et une pour mon copain, qui illustrent chacune des options possibles. Donc la base du pull, c'est, je me soulève pour vous montrer, la base du pull c'est qu'il s'agit d'un pull tricoté du haut vers le bas, donc en top down, raglan, avec la majorité en jersey, voilà tout ça, avec un extrêmement pénible à montrer, avec un petit jeu de texture sur le côté ici. Voilà, donc ça c'est la base du pull. Ensuite vous avez différentes options. Pour l'encolure, vous avez soit une encolure en I-cord, comme ceci, soit une encolure en côte, classique. Au niveau de la coupe du pull, vous avez soit une version cintrée, comme ce que j'ai fait ici, donc le patron pour la version cintrée vous indique une mesure générale en fonction d'une stature moyenne, mais vous indique où vous devez commencer les diminutions par rapport à votre corps et où vous devez reprendre les augmentations. Donc il est légèrement cintré, un petit peu plus évasé sur les hanches par rapport au tour de poitrine parce que voilà, moi c'est mon problème, donc du coup j'ai fait ça, mais très facilement modifiable, que ce soit au niveau du placement du cintrage ou de l'effet. Donc soit vous faites plein de diminutions, soit vous en faites moins, vous pouvez ajuster facilement les différentes mesures pour que ça corresponde à votre morphologie. Mais voilà, tel qu'il est écrit, c'est un petit standard. Ou un corps tout droit, du coup tout simple, tout bête, tout droit. Et la dernière modification, c'est au niveau du bas du pull. Donc je vais pas réussir à vous montrer, d'autant plus que j'ai un superbe legging. Bref. Au niveau du bas du pull, vous avez la version avec un bas arrondi, en fait, façon chemise. Voilà, vous voyez là un petit peu, avec des rangs raccourcis, en fait, sur les côtés. Ou vous avez la version droite, toute simple. Donc ça vous fait 6 options, en fait, que vous pouvez mélanger comme vous voulez. Vous pouvez faire l'encolure d'une version avec le cintrage de l'autre, le bas d'une version. Enfin voilà, vous pouvez mélanger ces 6 options à votre convenance, donc ça fait un pull qui est assez versatile, qui est parfaitement mixte du coup, et qui est aussi hyper modifiable vu que sa base est très simple, basique. Je vais mettre la chanson dans la tête. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment un patron bébête. D'autant plus que
au niveau de la construction du raglan, c'est le premier de mes modèles qui est publié, qui fonctionne sous système de tableau. C'est-à-dire que j'ai fait le choix, et je pense que ce sera comme ça dans la majorité des cas pour les raglans futurs, j'ai fait le choix de ne pas écrire les instructions du raglan pas à pas. Parce qu'en fait le problème c'est que quand on fait un raglan, donc on doit gérer plusieurs choses. On doit gérer les augmentations sur le corps et sur les manches. Donc ça fait deux choses à gérer en même temps. Et on doit changer un petit peu le ratio d'augmentation, tout simplement pour ne pas se retrouver avec des soucis d'aisance. Par exemple, si jamais on veut beaucoup d'aisance sur le corps, bah, si on augmente au même ratio sur les manches, on va se retrouver avec des manches immenses. Donc il y a une certaine courbe à faire pour éviter cela, qui en plus se trouve impactée par les différentes tailles, puisque les ratios tour de bras, tour de poitrine sont pas forcément complètement proportionnels, c'est-à-dire enfin voilà, c'est pas parce que vous avez 140 de tours de poitrine que vous avez 60 de tours de bras. Enfin voilà, c'est pas tout n'augmente pas de façon proportionnelle. Pareil pour le tour de cou, pareil pour les poignets. Et à cela s'ajoute, troisième chose, sur les raglans, la hauteur d'emmanchure, qui là aussi n'augmente pas de manière complètement proportionnelle. Et le problème, c'est que si on veut appliquer le même ratio à toutes les tailles, pour les grandes tailles, on se retrouve avec un raglan qui arrive là, et c'est pas terrible. Surtout quand il y a une problématique d'échantillon en rang. Parfois on voit que sur certaines personnes le raglan finit pas du tout au même endroit parce qu'un échantillon en rang c'est très difficile à obtenir de la même façon. Voilà, donc c'est difficile d'avoir la bonne hauteur telle qu'elle est écrite par le designer. Donc si en plus dans le design lui-même au niveau de la gradation c'est trop long, ça n'aide pas. Tout ceci fait que écrire un raglan rang par rang, sauf s'il est vraiment bateau, bête, pas forcément gradé sur plein de tailles, ça prend longtemps. Ça prend longtemps, c'est beaucoup d'explications en texte pour quelque chose qui peut être très intuitif. Ça fait vraiment des gros blocs de rang avec les différents ratios d'augmentation. Enfin, c'est pas évident. C'est aussi assez pénible à designer dans le sens où on est un peu contraint par ça, puisque si on veut faire des explications rang par rang, bah si en plus de ça on doit rajouter un motif, quelque chose, un panneau de torsade ou de dentelle, que sais-je, bah du coup ça rallonge encore plus les instructions rang par rang, et ça peut juste être un petit peu effrayant pour les personnes, ça donne pas forcément envie de tricoter. J'ai vu plusieurs designs, enfin c'est rien d'exceptionnel ce que j'ai mis en place, hein, on est d'accord. Plusieurs designers, la solution qu'elles ont trouvée, c'est d'utiliser un tableau de raglan. C'est-à-dire que avec les instructions du pull, pour les augmentations du raglan, vous avez un tableau avec des colonnes et des lignes qui vous indiquent tel rang, je fais une augmentation sur le corps et les manches. Tel rang, je fais pas d'augmentation. Un autre rang, je fais des augmentations que... Je suis pénible, hein. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je trouve que j'ai une attitude pénible aujourd'hui. Dites dans les commentaires si vous êtes d'accord. Un autre rang, on peut faire des augmentations juste sur les manches ou juste sur le corps. Voilà, donc c'est une lecture qui est beaucoup plus facile une fois qu'on a appréhendé le système. Et c'est beaucoup plus libérateur à la fois pour vous quand vous tricotez, parce que vous avez juste à regarder un tableau avec des petites cases qui sont cochées et vous avez juste à vous dire ah j'ai fait tel rang, c'est bon, j'ai fait tel rang, c'est bon, j'ai fait tel rang, et vous avez tous les rangs du raglan un par un dessinés comme ça dans le tableau. Donc vous n'avez pas à vous dire ok il faut que je répète les rangs 1 à 4 20 fois, alors du coup ça fait 80 les maths. Voilà, et enfin voilà, c'est
C'est-à-dire qu'au lieu de compter dans votre tête combien de répétitions vous faites, sur quel rang de 4 vous êtes, parce que vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à chaque fois, voilà, il faut... Bon, quand c'est 4, c'est facile, mais des fois, c'est pas 4. Donc, au lieu de faire ça, d'avoir cette gymnastique constante, vous avez juste à regarder telle ligne, rang numéro 1 tel, je fais ça, etc. etc. Donc, c'est un système que moi, je trouve hyper lisible et hyper pratique, qui est hyper libérateur en tant que créateur, parce qu'en fait, ça me permet de vraiment mieux ajuster la hauteur d'emmanchure et surtout de former le raglan comme je veux. Le raglan, on peut le faire de différentes façons. On peut faire soit une ligne très droite, comme ça, soit une courbe, soit quelque chose qui augmente vite des deux côtés d'abord, puis qui augmente plus le corps, puis qui augmente plus vite les manches à la fin. Et à chaque fois, ça va permettre de mieux convenir à différentes morphologies. Et c'est beaucoup plus facile de créer ça et d'ajuster ce type de raglan en tableau, puisque je vois ce qui se passe en fait avec mes petites cases. J'arrive à voir si y a plein de lignes où il y a les deux augmentations, puis après il y a un bloc de lignes où il y a que des augmentations, où il y a plus d'augmentations sur le corps, puis après un bloc de lignes où il y a de nouveau les bonnes... Enfin, c'est très visuel en fait. Et c'est beaucoup plus libérateur pour moi en tant que pour grader en fait, tout simplement. C'est beaucoup plus facile. Alors je pourrais du coup transposer ces tableaux à l'écrit et ne mettre que ça dans le patron, ce qui est généralement ce qu'on fait. J'ai toujours fait des tableaux de raglan, juste je les mettais pas forcément bien en forme pour qu'ils soient visibles dans le patron. Mais je me suis dit que moi en tant que tricoteuse, j'aimais beaucoup ce système-là aussi. Et je me suis dit, je vais tenter et je vais en profiter du coup pour que ce soit une explication de comment ça marche un raglan. Et du coup, c'est ce qu'est ce patron. Donc dans le patron, vous n'avez que le tableau. Vous avez une vidéo tutoriel que j'ai enregistrée qui vous explique comment lire le tableau et comment savoir quelle augmentation faire à tel endroit. C'est très simple, c'est très intuitif. Dans la vidéo, je vous montre vraiment, là, j'arrive à tel endroit, je sais que je suis avant ou après, je suis sur le corps, je suis sur la manche, donc je sais ce que je dois faire. Il y a des instructions, ces explications sont écrites dans le patron, mais il y a aussi la vidéo au cas où vous avez besoin d'avoir quelque chose de visuel qui vous permet de juste d'écouter ma douce voix, vous expliquer ce qu'il y a en fait écrit, mais bon, des fois c'est plus percutant. Du coup, de montrer les choses concrètement et de montrer vraiment comment ça fonctionne. Donc ce patron, c'est un raglan basique qui vous explique comment ça marche un raglan et qui vous permet aussi d'être un petit peu plus à l'aise en ce qui concerne les augmentations, le sens des augmentations droite et gauche. Et l'idée, c'est vraiment de vous permettre de comprendre où faire quelle augmentation, à quel rythme, et en fait, ça vous donne une meilleure vue d'ensemble de comment ça marche concrètement de faire ces augmentations comme ça pour un raglan. Ce qui vous permettrait, je l'espère, en tout cas de vous libérer un petit peu par la suite, et pourquoi pas d'à partir de patrons tout simple comme celui-ci, si vous avez envie de rajouter des motifs qui vous sont propres, de faire des modifications, si vous comprenez comment ça marche tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un petit peu l'idée de ce patron. Voilà, c'est la majeure partie du travail que j'ai effectué sur ce patron, c'est d'avoir ce système en tableau et une explication un petit peu plus poussée de comment ça marche. Donc pour celui-ci, j'ai fait cette vidéo tutoriel puisque ça reste assez simple au niveau de la forme de raglan. C'est un raglan qui fait un petit peu un S qui fonctionne très bien si vous avez une forte poitrine, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, c'est un raglan qui est assez, qui vous coupe pas comme ça et qui est assez confortable si vous avez une forte poitrine, tout en n'étant pas trop féminin. J'aime pas donner des trucs genrés, vous vous en doutez, mais juste qui est pas spécialement très
sur un homme, on va pas voir que ça, en fait, voilà. De manière très cliché, en général, quand vous avez des patrons pour hommes ou des patrons mixtes qui sont des raglans, vous avez une grosse ligne, paf, comme ça, qui tombe là, parce que on est des hommes, on n'aime pas les courbes, on veut des lignes droites. Voilà. Là, c'est pas le cas, mais c'est pas non plus trop comme ça. Voilà, ça c'est ma description d'une courbe. Voilà pour la construction, tout ça, la particularité du patron. Dans celui-ci, il y a cette vidéo tutoriel comme je vous disais. J'ai fait d'autres patrons par la suite, dont un qui est en test de raglan où j'ai repris ce système de tableau, mais où là je suis allée un petit peu plus loin, c'est-à-dire que il n'y a pas là forcément de vidéo, mais il y a un autre principe pour expliquer que faire quand le tableau dit telle ou telle chose. Ça marche bien aussi. Celui-ci est un petit peu plus simple du coup. Et ça a très bien fonctionné pour mes testeuses. En général, j'ai eu aucun retour négatif sur ce système de tableau pour l'instant. Donc je suis assez contente. Même celles qui étaient plutôt débutantes, justement celles qui étaient plutôt débutantes, du coup elles ont trouvé que ça fonctionnait très bien. Et donc je suis vraiment contente d'avoir eu des retours positifs sur l'utilisation d'un tableau pour le raglan, puisque, comme je vous dis, moi c'est juste très très libérateur de pouvoir vous fournir des instructions qui soient claires, sans que ça fasse une grosse masse de texte, qui soit un petit peu... qui soit un mur en fait, et que on ne puisse pas déterminer qu'est-ce qui se passe dedans juste en regardant du premier coup d'œil, alors qu'avec un tableau de Raven c'est beaucoup plus lisible. Que dire d'autre, voilà. Donc c'est la particularité de ce pull, j'ai même pas dit comment il s'appelait, c'est le pull Ryu, du coup pour rivière en occitan et provençal il me semble. Voilà, c'est pas du tout un mot japonais, enfin si, mais je suppose, je sais pas, mais ça sonne japonais, mais là c'était pas pour faire du japonais. Ryu, puisque je trouvais tout simplement que le motif, j'ai failli tomber, vous l'avez vu, que le motif là, il coulait un petit peu comme une rivière. C'est un motif de mal glissé que j'avais utilisé dans le pull Feriga l'an dernier, qui me plaît beaucoup, qui est très facile, un tout bébête à faire. J'ai une de mes testeuses qui déjà en a fait un cardigan, donc c'est super joli, et qui a aussi continué le motif sur la manche, ce qui est très sympa aussi à faire. Voilà, comme je vous dis, c'est de base le patron est assez basique et facilement personnalisable, donc faut pas hésiter. Et si je peux arrêter de gigoter dans tous les sens, mais voilà, donc c'est Ryu, et donc il y a deux versions. Il y a ma version avec le collar cord cintré, le bas arrondi, et la version de Marius, donc mon compagnon, qui a le col en côte, un corps droit et le bas du pull droit. Sur les photos vous pouvez du coup voir les deux versions. Voilà, c'est un pull qui se tricote avec un échantillon de DK. Donc dans ce cas-ci, celui-ci, je l'ai tricoté en utilisant en double de la Drops Flora coloris naturel et de la Titicaca de Holzgarn, qui est de l'alpaga, coloris Sandstone, qui était le coloris un petit peu plus beige rosé. Du coup ça a fait un effet chiné très sympa avec l'alpaga. Ah oui, les manches sont ajustées, donc un peu d'aisance parce que j'aime pas être saucissonnée, mais voilà, les manches sont un petit peu ajustées. Je l'ai pas porté depuis qu'il a été bloqué et que je l'avais emmené en Roumanie pour prendre des photos, du coup il a encore des petits plis un petit peu partout. Mais voilà, donc pour ma version Drops Flora et Titicaca de Holzgarn, et pour la version du coup qui est bicolore, puisque il y a aussi des indications si jamais vous voulez faire une version color block, donc avec en bas du corps et en bas des manches, faire en fait le dernier tiers du pull dans une couleur contrastante. J'ai utilisé de la Drops Coton Merino, en du coup bleu marine et gris, voilà, ou noir et gris, non c'est bleu marine. C'est noir. Ah je ne sais plus.
Je ne sais plus, c'est marqué sur la page Ravelry, ça fait longtemps que j'ai tricoté ces modèles. Mais voilà, donc c'est un échantillon de DK, soit de la DK toute simple, soit une figurine et un fil fluffy, soit mohair, soit alpaga comme ici. Ça fonctionne très bien. Des versions color block, des versions qui mélangent toutes les différentes options. Voilà, donc vous avez un panel de différentes possibilités sur les versions test, donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration. Et voilà, ça me perturbe parce que j'ai pas de boucle d'oreille. Et on recommence hein, à partir dans tous les sens. Je pense que j'ai tout dit sur Ryu. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Ça a été un peu un gros morceau dans le sens où j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit la base mais un petit peu plus et du coup il a fallu que j'équilibre un petit peu plus pour que ça reste un patron qui soit accessible, pas forcément prise de tête, et en même temps qui donne un petit peu de... voilà, qui nous apporte un petit peu quelque chose, un petit peu de connaissance, un petit peu d'intérêt avec le jeu là qui se fait sur 4 ans, donc ça rythme pas mal la chose. Mais voilà, il y a plein de petites techniques du coup, parce que si vous faites la version comme moi là avec le bas arrondi, vous avez des rangs raccourcis. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. C'est un petit peu un condensé de ce qu'on peut faire pour faire un pull basique mais en mieux. Comment dire, non pas que, ah ça semble prétentieux, non pas que les pulls basiques sans plein d'options ou quoi que ce soit sont pas bien, c'est juste que j'avais envie de, pas de faire un pull débutant, mais plutôt de montrer que on peut avoir quelque chose de précis, adapté à nos goûts et à notre morphologie, tout en faisant en sorte que ce soit simple quand même à tricoter et à comprendre. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée de ce patron. Passe à mes encours. Donc j'ai 2 nouveaux encours comme je vous l'ai dit. Le premier c'est un nouveau modèle et je vous avais parlé fin de l'année dernière du fait que j'avais envie de faire une collection de chaussettes un petit peu travaillées. Donc des chaussettes avec des motifs de dentelle, de my torse, de torsade, enfin des choses assez frappantes. Et j'avais envie de faire ça pour le printemps, donc je vais faire ça, c'est en cours. Le premier patron que je vous avais montré du coup la fin de l'année dernière est en cours de test et ça se passe plutôt bien. Je commence donc à faire les autres, puisque il faut que je me bouge un petit peu, puisque je voudrais les sortir en mars, avril, mai. Donc celui de mars est déjà en cours de test et celle de mai ce sera celle-ci. Donc celle-ci elle ressemble pour l'instant à cela. Donc c'est un petit motif de dentelle en forme de feuille avec beaucoup de pointerie parce que j'adore le pointerie. Voilà, c'est comme ça. Donc j'utilise, pour cette collection de chaussettes, j'utiliserai tout le temps la même laine. C'est de la Opale, la laine à chaussettes Opale, que moi je trouve très bien. C'est la laine à chaussettes vraiment de base. 75% laine, 25% nylon. Ça c'est la Opale, la 4 4 ply, donc la 4 brins. Qui a 4 brins il me semble. Mais voilà, donc j'en avais un crème, un bordeaux et j'en ai un bleu clair gris. Bleu-gris pour la 3e paire. Mais donc là je suis sur ma 2e paire avec ce magnifique bordeaux qui est très très joli. J'aime bien tenir du bordeaux à côté de ma tête, comme ça j'ai l'air moins morte, je trouve que c'est une couleur qui me va bien, donc comme ça j'ai l'air moins cadavre. Vous voyez là ça va pas, hein, là ça va pas du tout, et là tout de suite ça va un petit peu mieux. Voilà les chaussettes en question. Donc des petites côtes torse en haut. Et là, donc, on a ce motif sur le devant de la chaussette. Alors, je suis en train de... J'ai juste fini les diminutions du gousset, donc c'est une forme un peu bizarre. Je suis en train de perdre ma voix. Je ne suis pas malade. Mon frère est malade. Mon frère a la grippe. La grippe. La vraie grippe. Juste la grippe. Et il est venu manger à la maison il y a 2 jours.
mais je l'ai maintenu à 20 mètres, puisque je n'ai pas envie d'avoir la grippe, n'importe quelle grippe, je n'ai pas envie d'être malade. Pas du tout. Mais je perds ma voix parce que je parle trop et que je dis des choses comme ça alors qu'ils ne sont pas intéressantes, alors que vous avez juste envie d'entendre parler de ces magnifiques chaussettes, n'est-ce pas? C'est vraiment une couleur sublime. Côte torse, et ce motif de feuilles et de poinneries, petite dentelle toute simple, et le dos de la chaussette, c'est ça. Donc j'avais envie, déjà de ce motif qui est super joli, mais j'avais envie d'avoir un genre de structure à la chaussette, et du coup le dos de la chaussette ressemble à ça. Donc vous avez un rappel des feuilles de chaque côté, une petite torsade centrale qui sera à l'arrière, au centre du pied, et ensuite un petit jeu de torsade qui commence en fait le renforcement, ce qui fait que vous commencez le renforcement assez haut, ce qui vous fait ce triangle en fait sur l'arrière de la chaussette et qui se fond naturellement dans le renforcement du talon. Voilà. Ça implique pas mal de choses. Ça implique déjà que ce sera un talon classique. Alors bien sûr vous pouvez faire un talon à raccourci si ça vous amuse, mais dans les instructions du patron il n'y aura que ce talon là parce que du coup c'est esthétiquement fait pour ça. Oui, parce que dans mes patrons à chaussettes je mets, dès que c'est possible, je mets 2 talons au moins. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup l'un et détestent l'autre, et vice versa. Et du coup, dès que c'est possible, j'essaie de mettre les 2 options. Voilà, un autre exemple de... mes patrons sont maintenant plus compliqués qu'avant. Mais en ce qui concerne celui-ci, du coup ça fonctionne mieux avec un talon classique avec le renforcement et le gousset. Mais voilà ce que ça donne. La deuxième chose que ça implique, c'est qu'il y a une longueur minimum pour la tige. Donc vous voyez, c'est pas trop haut, c'est assez court. Mais du coup, je me suis dépatouillée, j'ai réussi à faire en sorte que dans le patron, vous puissiez la rallonger. Donc vous pouvez raccourcir en faisant moins de côtes, forcément aussi. Mais si jamais vous avez envie d'une tige plus haute, ce qui est souvent c'est le cas, je dois aimer mes chaussettes un petit peu plus courtes que la plupart des gens parce que souvent les gens veulent rallonger la tige de mes chaussettes, de mes patrons de chaussettes. Mais voilà, le patron aura les instructions pour rallonger la tige. Mais voilà, juste il y aura une longueur minimum, donc ça pourra pas tout à fait être des soquettes. Voilà, on pourra pas faire juste ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une contrainte esthétique à cause du design qui est comme ça. Mais j'ai fait en sorte que s'il y avait une toute petite marge de manœuvre, je l'ai mise dans le patron. Et voilà, autre chose qui m'a... Parce que du coup, je commence à faire ce système-là, du coup, ce système visuel-là, qui du coup implique qu'on peut faire que ce talon. Et du coup, gentiment, je supprime les instructions de l'autre talon. Et je me dis, du coup, voilà, on va faire juste le talon à renforcement. Sauf que j'ai dû... alors j'ai recommencé plusieurs fois. Et en fait, ça ne marchait, pour moi, le motif ne marchait que si on avait un nombre impair de mailles de chaque côté. Forcément. Et du coup, j'ai dû réécrire les chiffres de mon talon pour que ça marche avec un nombre impair. C'était rien de très compliqué, mais juste j'ai dû recommencer plusieurs fois parce qu'au début, je voulais pas. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, je veux un nombre pair pour le talon, mais il faut absolument que j'ai un nombre pair pour le talon. Je ne sais pas pourquoi j'avais cet a priori là. Et en fait, pas du tout. Et du coup, j'avais recommencé plusieurs fois. Mais au bout d'un moment j'ai laissé tomber et j'ai bien fait puisque ça marche très bien. Voilà, donc j'ai gradé plein de tailles pour cette chaussette parce que... enfin plein de tailles. J'ai dû refaire tous mes chiffres en fait puisque du coup ça correspond pas aux chiffres classiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une chaussette de 56, 60, 64, 68 et 72 mailles, ça fait 58, 62, 66, 70 et 74. Donc du coup j'ai dû refaire un à un tous mes petits chiffres. Mais je suis hyper contente que ça ait marché et je suis hyper contente du résultat.
Donc là vous voyez pas encore, mais je suis sur le dessus du pied. Et en fait je vais pas faire ça tout du long, j'ai commencé sur les côtés à faire une petite torsade. En fait je vais reproduire ça, mais sur le dessus du pied comme ceci. Donc ça va un petit peu se fondre comme ça va faire une pointe sur le dessus du pied. Et ensuite le reste de la chaussette sera en jersey jusqu'à la pointe. Et je voulais un petit peu avoir cette structure là, ce point dentelle en point de riz et en point de feuille dentelle. Je voulais que ça fasse un petit peu une structure qui ait une forme autour de la chaussette. En fait, qu'il n'y ait pas juste la forme des feuilles, mais que ce soit implémenté dans une autre forme de la chaussette elle-même. Je sais pas comment m'expliquer. C'est-à-dire, vous avez la chaussette et je voulais que ça fasse qu'il y ait une structure dedans, en fait, grâce à ce genre de torsade et à celle que je vais refaire là sur le devant. J'espère que quand j'aurai fini le pied, ça sera un petit peu plus logique. Mais pour l'instant, j'en suis là. Je trouve cette couleur magnifique. J'aime beaucoup le résultat du point de riz. C'est super beau. La dentelle, toute simple. Jeté, diminution, basique, aucun problème. Elle est plus facile que la précédente, du coup, que celle qui va sortir fin mars. Qui n'est pas non plus spécialement dure, hein, c'est rien de dramatique. Et comme je vous l'avais dit du coup quand j'avais parlé de cette collection de chaussettes, l'avantage des chaussettes c'est qu'on peut faire des trucs qui nous paraissent un petit peu plus compliqués, mais c'est tout petit, donc c'est un moins gros investissement. Mais voilà pour ce nouveau modèle. Donc je vais faire cette chaussette, je pense faire une autre chaussette de la 3e paire pour cette petite collection. Comme ça j'aurai un exemple des 3 chaussettes et je pourrai faire des jolies photos pour montrer la collection entière. Mais voilà, donc je sortirai un patron par mois, donc si tout se passe bien, mars, avril et mai, il y aura à chaque fois un petit patron de chaussettes un petit peu travaillées. Il y aura même un autre patron de chaussettes, mais je ne dis rien. Parce que ça ne vous concerne pas encore. Mais voilà, ça c'est moi toute seule, je fais des chaussettes. J'ai pas encore tout à fait décidé ce que sera la 3e paire. J'ai plusieurs idées en fait, il faut juste que je les essaye. Mais voilà pour cette chaussette-ci. Et mon deuxième en cours en ce moment, qui est du coup mon projet perso que j'ai monté, j'en ai marre, hein, et du coup, qu'est-ce que c'est que ce temps, c'est terrible. Moi j'aime bien l'hiver, hein, mais j'aime pas le printemps quand il pleut tout le temps et que c'est ridicule. Du coup j'en ai marre de la pluie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on en a marre de la pluie? On fait des choses très logiques du type faire un top d'été début mars. Et l'été dernier, il me semble, est sorti le Venice Wrap Tank, donc le débardeur wrap Venice de Gorilla Knits, sur lequel j'avais complètement flashé quand il est sorti, et je savais que j'allais me le faire pour cette année-ci parce que j'avais très envie de le faire. Mais donc c'est un débardeur en fait avec des cache-cœur, voilà, je cherchais le mot en français. Cache-cœur en fait avec des bandes qu'on noue autour de la taille, voilà, qui est super joli. J'avais envie de me le faire depuis qu'il est sorti, mais je savais pas trop quelle couleur faire ni quelle laine utiliser. Je voulais pas quelque chose, parce que c'est un modèle qui pour ma taille n'utiliserait que environ 400 mètres de laine fingering, mais donc du coup j'aurais pu utiliser un de mes 1000 écheveaux de laine bariolée, de laine à speckles, etc. Mais j'avais pas envie de quelque chose avec trop de couleurs variées. En fait j'avais envie de quelque chose qui soit au final assez portable, puisque c'est déjà une forme qui est un petit peu voilà, un petit peu particulière, un petit peu qui est quelque chose en soi, on va dire.
mais du coup j'avais pas envie que la laine rajoute par dessus. Du coup j'avais envie d'une couleur unie, mais j'avais pas grand chose en stock et j'avais pas envie d'acheter quelque chose spécifiquement pour ça. On est bête hein, parfois, je sais pas, j'ai pas envie. Quand je vois qu'un projet demande peu de métrage, me demande peu de métrage pour ma petite taille, j'ai pas envie d'acheter de la laine en fait. C'est bête hein. Alors que quand je vois un pull, genre le pull Epon de Melina Independence World, quand elle l'a sorti, j'étais là, ok, très bien, combien d'échevaux il faut? Ok, je crois que j'ai acheté 5 ou 6 échevaux de Queen Senko Chikadi. Je pense que ce sera mon prochain projet perso. Voilà, je vous en parlerai le moment venu. Mais bon, bref, genre le pull Epon de Melina Ami, c'est son nom de famille, Independence World, le petit panda, qui du coup demande plus de 1000 mètres, donc forcément ça demande plus d'échos. Mais là il n'y a aucun problème, là je vais aller acheter la quantité pull, bien sûr, aucun souci. Par contre, un petit débardeur tout nul qui me demande un écheveau, là j'ai pas envie d'aller le chercher l'écheveau parfait. J'ai envie de le trouver dans mon stash. Voilà, petite incohérence sans doute. Mais voilà, du coup je savais pas trop quoi faire. Et j'avais décidé de le faire en noir. Parce que j'avais un écheveau de Cascade. Oui, de Cascade Heritage. Donc la base à chaussettes Cascade en noir. Qui est une horrible base à chaussettes. Donc la marque Cascade, qui est une marque américaine ou anglaise, je ne sais plus. Sa base Héritage, donc qui est une base à chaussettes. Ne faites pas des chaussettes avec. Ça bouloche, mais d'une façon. Ça bouloche, mais c'est pour vous dire. J'ai fait ma chaussette, je l'ai bloquée et elle bouloche. Je l'ai pas portée, je l'ai pas touchée. C'est-à-dire, je l'ai mise dans l'eau, je l'ai sortie de l'eau, j'ai séché, tamponné, il y avait déjà des bouloches. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Du coup, j'avais plus du tout envie de faire des chaussettes avec, mais j'avais un écheveau noir et je me suis dit, je peux peut-être faire un truc avec. Et du coup, j'avais prévu de faire ce débardeur Venice avec cet écheveau noir de Cascade, mais j'en ai pas assez en fait. Et j'aurais pu compléter avec un autre écheveau noir, que c'est hyper compliqué ce que je suis en train de raconter. Bref, j'avais de la laine noire de différentes marques qui ensemble faisaient assez pour faire le débardeur, mais j'en ai utilisé une partie pour faire les mitaines pour mon copain en noir. Du coup, je n'ai plus assez de laine noire. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Et comme d'habitude, je me suis dit, j'ai qu'à copier la créatrice, voilà, tout simplement. Aucune inspiration. J'avais des écheveaux de BC Garn BioBalance, donc leur mélange laine et coton, bio, certifié GOTS, G-O-T-S, de BioBalance, qui est une laine fingering estivale, du coup 50% laine, 50% coton, que j'aime énormément. J'ai plusieurs quantités pour faire des tops ou des trucs d'été. Et j'avais cette couleur-ci, donc qui est une couleur un peu mauve grisée, qui du coup ressemble au prototype de la designer. Mais j'avais ça pour faire... Pourquoi j'avais acheté ça? Oui, pour faire dans un des Laine Magazine, il y a une robe, la robe Lotta, que je voulais faire. Donc c'est une robe à manches courtes avec un petit panneau de My Torse dessus, enfin quelque chose, c'est hyper joli. C'est une robe. Moi je voulais pas le faire en robe parce que ça ne va pas. Voilà, tout simplement faire des robes c'est compliqué. Mais du coup j'avais acheté une quantité pour faire ça. Mais je pense que j'en avais acheté un petit peu trop parce que du coup j'avais dû estimer un petit peu le métrage pour faire un t-shirt au lieu de la robe, machin. Et donc je pense que j'en ai assez pour faire à la fois mon débardeur et ce hack de la robe Lotta si jamais je veux le faire. Je veux toujours le faire, mais bon. Voilà. Pour l'instant c'était pas la priorité. Et donc j'ai pris ça. Dans mon stash, j'ai pris 2 petits écheveaux, donc ce qui fait 500 mètres, sur Ravelry.
Sur Ravelry, elle est catégorisée en worsted, en DK. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Faut écrire à Ravelry peut-être, faut leur dire que ça ne va pas. Parce que du coup ça me bug, à chaque fois que je la cherche dans mon stash, je la vois pas parce qu'elle n'est pas catégorisée en figurine. Alors que c'est bien de la figurine. C'est vraiment un super mélange. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est hyper doux, ça a tous les avantages de la laine, avec la légèreté du coton, ça a cet effet un petit peu chiné, parce que le coton prend pas la couleur pareil. J'aime énormément cette laine, je la trouve vraiment géniale. Comme je vous dis, j'ai quelques quantités, peut-être que je ferai un modèle avec à l'occasion. Je l'aime beaucoup. Et donc j'ai commencé mon... Mais c'est pas possible cette histoire, voilà. J'ai commencé mon débardeur, donc j'ai fait mes deux devants. Donc c'est quelque chose qui se fait à plat. On fait les deux devants, en fait on les commence par les côtes, on fait un petit peu les côtes ici, et tout de suite on commence à faire cette courbe, donc en fait ça c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de faire, c'est comme ça. Voilà, ça va être très décolleté cette histoire, oulala, c'est pas grave. Et voilà, c'était comme ça. Voilà. Donc on fait les devants, on diminue constamment sur cette courbe et à un moment on fait aussi un petit peu de diminution pour l'emmanchure de l'autre côté comme ceci. Ensuite on fait le dos sur le même principe, donc juste un dos avec la forme après pour les emmanchures. On rabat à 3 aiguilles les épaules, on coud les côtés et ensuite on relève des mailles ici, donc sur les bords qui sont comme ça là. Sur les bords qui sont comme ça, on relève des mailles et on fait des longs... j'ai l'impression que c'est en double knitting. C'est en jersey réversible, on fait des longues bandes, des sortes de longues cordes en fait, qu'après on enroule autour de la taille pour les attacher. Et donc voilà où j'en suis, j'ai fait mes deux devants. Je n'ai pas le bon échantillon rang, pas tout à fait, mais c'est pas grave, le patron vous donne à chaque fois la hauteur à laquelle vous devriez être. Voilà, donc ça vous dit, vous faites, je crois que c'est 60 rangs avant de rabattre pour l'emmanchure, ça devrait mesurer tant. Alors par contre, ça ne le dit qu'en pouces, puisque la créatrice doit être américaine. Quel enfer, je déteste les États-Unis, brûlez tous, insupportable. Non bref, juste je trouve vraiment pas ça sympa de pas... Je comprends que c'est la clientèle principale des créateurs américains, mais le problème c'est que si nous en tant que créateurs non américains on n'écrit pas les pouces dans les mensurations, et ben on se prend toujours, en tout cas moi ça a été toujours mon cas, les fois où j'ai oublié d'écrire le truc en pouces, t'as toujours l'américain énervé, défenseur des libertés du monde, qui arrive en disant les trucs en pouces. Bon. Mais bon, de l'autre côté, les américains ils se gênent pas pour pas du tout utiliser le système métrique. Donc ça me crispe, ce n'est pas très grave. C'est plus grave quand je grade mes patrons. En fait, le problème, c'est qu'il y a une règle, c'est en pouces, on mesure par quart de pouce. Enfin, on peut mesurer en huitième, mais disons typiquement, les patrons de tricot, quand on regarde les standards des Tech Edit et tout ça, c'est par quart, donc quart de pouce. Et le problème, c'est qu'un quart de pouce, c'est beaucoup, c'est genre 1 cm, je crois. Et du coup, quand moi je grade un patron et que j'ai des différences de 0,5 cm, donc 5 mm, mais je veux dire, 5 mm c'est pas grand chose, mais répéter sur tout un pull ou quelque chose, ça fait une différence. Et le problème, c'est que du coup, j'écris, je sais pas, j'écris pour la taille 1, 22 cm, pour la taille 2, 22,5 cm, mais en pouces, ça fait la même chose. Et du coup, bah, ça marche pas. Donc ça, c'est un petit peu pénible, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Fallait utiliser le système métrique.
Mais voilà, là c'est juste, il faut juste du coup, en plus j'ai mon maître qui a les pouces de l'autre côté, donc c'est ok. Mais du coup il faut s'amuser à aller voir la correspondance métrique pour les mesures. Mais au moins il y a les mesures, ce qui est une bonne chose. Mon échantillon orange, je disais avant de partir dans mon délire, n'est pas tout à fait bon. Mais du coup j'ai pas fait tous les rangs ici au niveau de l'épaule. Mais normalement j'ai la bonne longueur, donc c'est super court quand même, hein. Super crop, mais je sais que quand je tricote la BC Garde, la BioBalance, elle s'étire un petit peu en longueur. Donc c'est quand même censé être crop, je sais pas si vous voyez là. Voilà, ça tombe quand même bien au-dessus de mon nombril, mais c'est le but. Je vous avoue que, alors je trouve ça super mignon, je n'ai aucune idée de comment je vais porter cette chose. Parce que j'aime pas trop avoir les épaules dénudées. Ouais. En fait, ça irait si je pouvais laisser mes cheveux détachés, parce que du coup ça couvre un petit peu mes épaules et là il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est que s'il fait suffisamment chaud pour que je sois en débardeur, j'ai pas envie de laisser mes cheveux, surtout quand ils sont beaucoup trop longs et épais comme là, j'ai pas envie de laisser mes cheveux détachés. Comme ça, c'est juste que je trouve que j'ai des épaules un peu... J'aime bien, hein, en fait j'aime bien, mais j'aime pas en débardeur. Enfin, c'est juste, j'ai jamais trouvé trop une forme de débardeur qui me plaisait particulièrement. C'est pas grave, hein, mais voilà. Donc je suis pas sûre de le porter tout seul. J'essaierai. Parce que ça peut être chouette et je trouve ça super joli sur les autres et sur les photos des projets sur Ravelry. Mais dans ma tête, j'avais bien envie de le porter par-dessus autre chose. Donc par-dessus soit un t-shirt tout simple ou par-dessus autre chose, des blouses ou je sais pas. Faut que je trouve comment faire. J'aime bien superposer des trucs, donc ça peut être sympa. On verra ce que ça donne. Mais c'est un projet qui est hyper rapide, hyper simple à faire et qui est vraiment pas prise de tête. J'avais besoin de ça en ce moment le soir, donc c'est vraiment le bienvenu, c'est chouette. Et là je vais monter le dos du coup ce soir. Et ben, j'aurai juste à faire tout droit pendant quelques rangs et ce sera très très bien. Et après ce sera quasiment fini. Donc oui, ça y est, c'est lancé, la saison des tricots d'été, c'est parti, on y est, on y va. On va faire que ça pendant 6 mois parce que c'est vraiment trop bien. C'est un peu le truc... on passe l'hiver à faire des gros pulls et puis ça prend longtemps et puis voilà machin. Et puis tout de suite on fait un t-shirt et ça se fait en quelques jours. Beaucoup plus rapidement en tout cas qu'un pull et du coup on est trop content. Du coup ça y est, c'est parti. Tant pis, à mort la tempête. Je fais des tops d'été, ça y est, on va les enchaîner. Surtout que je vais commencer du coup à faire mes propres modèles pour cet été. J'ai plein d'idées de tops et de gilets légers, de choses en dentelle, machin. Qu'il faut que je commence. Du coup voilà, je vais... Ça va être l'ambiance pour les prochains mois je pense. Je dis ça, mais j'ai reçu. Enfin, il y a quelques temps, je vais vous parler du coup d'une jolie laine que j'ai reçue. Je suis sur Instagram, donc elle s'appelle Shelly Morales, peut-être que c'est espagnol, Morales, je ne sais pas. Donc Shelly, H-E-2-L-E-Y et Morales, sur Instagram, donc qui est une fileuse américaine, donc elle fait des laines fil et main, son compte Instagram est d'une beauté, c'est super beau. Elle file à la main du coup des laines variées, des fibres teintes variées par des teinturiers de fibres tout simplement. Et elle fait vraiment des superbes fils, c'est très très beau, c'est magnifique. Et elle en vend. Et ça fait depuis que je la suis, donc ça va faire plus de 3 ans que je louche sur ce qu'elle fait, que j'ai vraiment envie un jour de me prendre un écheveau filet main comme elle, parce que
Elle est vraiment très douée, ses laines sont hyper régulières, c'est super beau. Elle choisit à chaque fois des couleurs de fibres qui sont magnifiques et ça me plaît énormément. Et donc comme je vous dis, ça fait des années que je me dis j'ai envie de m'en prendre un. Ça a un certain coût puisque forcément, un, c'est filet main. 2, ça vient des États-Unis, donc ça a des frais de port assez conséquents. Mais j'ai eu envie de me faire un cadeau début janvier parce que je n'étais pas en forme, pas de très bonne humeur ces derniers mois en général. J'ai des petits soucis perso, d'autres pros, et du coup ils s'en mêlent les uns les autres et ça me met dans une humeur qui est particulièrement exécrable pour tout le monde. Même mon chat m'engueule le matin, c'est vous dire. Il n'est pas content en ce moment parce que il pleut. Et alors on a un jardin derrière la maison et un jardin devant la maison, et après il y a la rue quoi. Mais du coup il peut sortir des deux côtés. Il veut essayer de sortir d'un côté, il pleut, donc il n'est pas content, donc il veut pas sortir de ce côté-là. Donc il marche de l'autre côté de la maison pour sortir de l'autre côté. Au cas où il pleuve pas de l'autre côté de la maison. On sait pas, peut-être que c'est possible. Sauf que quand il voit que là aussi il pleut, il râle et il s'en prend à moi, il me gueule dessus, en bon chat désagréable. Voilà, donc pour vous dire, même mon chat me déteste en ce moment. Mais bon, c'est rien de très grave, mais toujours est-il que j'avais envie de me faire un petit cadeau. Et je me suis dit, allez c'est bon, début janvier, je me suis dit, ok, je vais le prendre, je vais le commander. Je vais commander un de ces chevaux parce que j'ai envie. Et surtout, j'ai eu une idée de design pour l'utiliser. Et donc j'ai pris cet écheveau. Donc ça c'est le nom du coup de sa boutique, c'est Blush and Bloom Fiber Co. Vous pouvez pas trop voir parce que c'est écrit en gris clair sur blanc. Donc c'est Blush and Bloom Fiber Co. Et donc c'est pas du tout la bonne couleur. Mais dis donc, c'est infâme. C'est pas aussi orange que ça, en fait. C'est pas du tout orange comme ça. C'est plus ocre et bordeaux et un peu violine. Ouais. C'est un petit peu trop orange par rapport à la vraie couleur qui est plus dans les dorés. Voilà. Je sais pas pourquoi. Bon, j'arrive pas. Bref. Super joli. Et voilà ce que je vous disais en fait, l'effet filet main, c'est juste trop beau parce que vous avez du coup cet effet un petit peu multicolore, un petit peu torsadé, qui est vraiment super joli sur les laines filet main que j'adore. Et je trouve ça super chouette. Alors vous avez des laines commerciales qui reproduisent un petit peu cet effet. Hein. Vous avez les Crazy Sour Ball. Il y a une marque allemande qui fait des fils un petit peu comme ça, avec des effets de couleurs qui se rapprochent de ça. Mais j'avais envie de la soutenir elle parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait depuis très longtemps et j'avais envie de me faire un cadeau et je trouve que c'est trop beau. Et donc ça c'est un écheveau de Merino Superwash en 2 brins, donc elle a retordu en 2 brins, voilà. Ce qui fait que vous avez cet effet un petit peu bicolore. Quand vous prenez un brin, hop, vous avez 2 brins de 2 couleurs différentes en fait qui sont entremêlés. Et c'est cet effet là que je trouve hyper joli et hyper intéressant. Et ça équivaut à de la DK du coup. Parce que voilà, quand on file main, c'est jamais très strict. Mais ça équivaut à de la DK, il y a 290 yards. Donc je pense que ça fait ça doit faire 230 mètres. Un peu plus peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà, il y a un petit peu plus de 200 mètres de ce qui équivaut à de la DK, à de la sport ou à de la DK. Et je le trouve trop beau. Et trop joli. Elle en a toujours un petit peu en stock dans sa boutique. Et quand on la suit sur Instagram, on voit en fait quand elle finit des lots des chevaux et qu'elle les met en ligne. Mais voilà, comme je vous dis, c'est un petit peu onéreux forcément pour nous. C'est 40 € je crois les chevaux, je sais plus, je crois que c'est 50 $, je crois, ou 45 $, je ne sais plus, enfin bref c'est une quarantaine d'euros les chevaux. Pour un écheveau filet main, alors en fait le truc c'est que c'est de la fibre teinte,
à la main du coup par d'autres teinturiers américains. Donc quand on achète 100 grammes de fibres teinte à la main, ça coûte déjà une petite vingtaine d'euros en fait. Et donc elle par-dessus, elle la file. Ce qui est un travail énorme. Donc voilà, c'est une quarantaine d'euros je crois les écheveaux. Ça dépend du métrage qu'il y a. Et ensuite, il y a les frais de port qui sont entre 15 et 20 euros. Donc c'est un gros écheveau niveau prix. Donc autant vous dire que quand j'ai vu sur le suivi de la poste qu'il était un petit peu bloqué à la douane pendant quelques jours, autant vous dire que j'étais là, ah non non, non, non. Mais tout va bien, il a été libéré et il m'a été donné sans taxe, parce que j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance avec ça. J'ai taxé 2 fois, je crois. Aucun problème avec le fait de payer des taxes, c'est mon souci. Hein. Je choisis d'acheter à l'étranger, je paye les taxes. Bien fait pour moi. Mais bon, en général, j'ai assez de chance par rapport à ça. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un sacré coup. Mais comme je vous dis, il y a d'autres solutions, des laines commerciales un petit peu dans le même style, où il y a le fait de tenir 2 fils en même temps de couleurs différentes. Et j'ai une idée en fait avec ça. Donc comme je vous dis, je l'ai acheté début janvier et je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre ce que je vais tricoter avec. Je voulais... j'ai eu une idée d'un yoke en jacquard du coup. Avec un dessin un peu de cristaux, enfin de cristaux, oui, un peu. C'est parti de ça. Et donc j'ai dessiné ce yoke en janvier et je me suis dit mais ça irait super bien en fait avec. C'est quelque chose qui se fait pas mal d'utiliser les laines comme ça avec cet effet teint à la main sur du jacquard avec une laine qui a un fort contraste parce que ça permet, enfin ça fait vraiment un effet différent, c'est hyper joli. Oui, aussi j'ai vu, on est super synchro avec Marie-Amélie. Marie-Amélie est justement en train de faire un yoke en jacquard un peu comme ça en fait. Elle a un écheveau de Spin Cycle Yarns, qui est une marque dont j'avais parlé il y a quelque temps quand j'avais fait mon pull Shifty, qui est une marque qui fait commercialement des laines avec cet effet teint à la main en fait. Marie-Amélie elle a un écheveau alors dans les tons jaunes et elle fait un yoke qui est très très joli avec du bleu canard. Donc oui, on a eu la même idée en même temps, mais bon c'est quelque chose que les André Amaury fait pas mal ça du coup en utilisant justement les laines de Spin Cycle. Voilà, il y a pas mal de créateurs anglo-saxons qui ont fait des choses comme ça et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et bon bref, mon yoke n'a rien à voir avec les autres mais parce que c'est... Je sais pas, j'aime bien mon dessin, vous le verrez quand je le ferai, mais je sais pas, je le trouve chouette, j'ai très envie de le faire vite, d'où mon idée. Voilà, il faudrait que je commence à faire mes patrons d'été, mais en fait j'ai juste envie de faire ça. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui va gagner dans ma tête, mais mon plan c'est donc de faire un yoke en jacquard avec en couleur principale de la Ulysse de Dererum Natura. Donc je me suis demandé est-ce que je prends une laine blanche ou écrue grisée ou une laine foncée. J'ai fini par décider de faire une laine foncée pour avoir un... je sais pas, je trouvais que c'était un petit peu plus original. Que ça se fondrait un peu moins en fait, parce que faire du jacquard avec des laines variées comme ça, on tombe toujours dans le risque que le dessin se perde. Et du coup je me suis dit avec un très très fort contraste comme ça, il y a moins de chances que ça arrive. Donc ça c'est le coloris fusain de la Ulysse. Et donc je vais faire un yoke en jacquard avec ceci, sera le motif de jacquard sur le yoke. Il y aura éventuellement des petits rappels ailleurs, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'était une manière de le mettre en valeur, ce très bel écheveau, ce petit cadeau que je me suis fait. Mais voilà, je sais pas pourquoi je le tiens comme ça. mais voilà, et j'ai vraiment très très envie de monter ça, mais c'est pas raisonnable. Parce que sinon on va se retrouver avec un pull en jacquard sombre en plein été.
Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout, on peut tout faire, faisons le tout, faisons les deux, faisons les trucs d'été et les pulls en yoke, en jacquard. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, tout ce que j'avais à vous montrer sur cet épisode. J'ai beaucoup trop parlé, c'est une horreur. Je voulais aussi vous dire, comme on est début mars, vous faire un petit, le petit aparté Patreon mensuel. Donc sur ma page Patreon, ce mois-ci, la vidéo spéciale qui est réservée aux abonnés Patreon niveau 2 et 3, donc 5 et 10 dollars. Le thème de la vidéo du mois de mars, c'est les laines naturelles solides. Donc soit pour faire des chaussettes, soit tout simplement pour faire des pulls en particulier qui durent dans le temps, qui sont suffisamment solides, mais qui soient naturels, donc sans nylon et sans traitement superwash. Donc je parle des fibres en question, de la matière, des matières qui sont solides, suffisamment solides. Je parle aussi, alors je parle de fibres animales et fibres végétales, puisqu'on peut faire des mélanges végétaux. Et je parle aussi des caractéristiques de la laine, donc du retors, du brin, tout ça. Et aussi des techniques à privilégier pour avoir un tricot solide. En fait, qu'est-ce qui fait que le tissu, une fois tricoté, est plus ou moins fort et résistera plus ou moins au frottement et au temps. Voilà, donc c'est le thème du mois de mars sur Patreon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez du coup 2 niveaux de soutien qui ont accès à cette vidéo. Et en plus, vous avez soit 1, soit 2 patrons offerts du coup sur ma boutique Ravelry pour le mois où vous nous rejoignez sur Patreon. Comme d'habitude, vous venez, vous repartez. Il n'y a pas de souci. Si vous avez du mal à vous désabonner, faut pas hésiter à m'envoyer un message pour me dire que vous ne trouvez pas où c'est, parce que Patreon est en anglais et du coup je sais que quand on n'a pas, c'est très simple à trouver, hein, c'est assez instinctif, mais en fait quand on n'a pas la traduction du mot en question, c'est tout à fait normal de ne pas trouver. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire pour me demander je veux plus te donner ton argent, laisse-moi partir. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, je vous décrirai les étapes pour que vous y arriviez. J'essaie de répondre assez vite à mes messages sur Patreon. Donc en général, disons que si vous m'envoyez un message sur Patreon et que je vous réponds pas dans la demi-journée, c'est que j'ai un problème. Donc voilà. Ou que je suis partie, mais dans ce cas-là, vous devriez le savoir. Donc voilà, si ça vous plaît, le thème des laines naturelles, solides, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce podcast. Je vous retrouverai d'ici 2 semaines, oui, je pense, peut-être un petit peu plus, non, je ne sais pas. Pour un autre épisode, et en attendant je vous souhaite un très beau début de mois de mars. Si vous êtes sur le passage des tempêtes, restez à l'abri, voilà, prenez soin de vous et de vos proches, lavez-vous les mains, voilà, et prenez soin de vous tout simplement. Je le répète, mais c'est important. Voilà. À très vite, salut.